Bonjour à toutes et à tous, la Team Rousset, épisode numéro 5. Eh bien, c'est parti avec Aymeric. Aymeric, salut. Salut Jérôme. Et Laurent Rousset. Laurent, salut. Salut les amis. Bon, numéro 5, bon voilà, on commence à prendre un petit peu notre rythme de croisière. On commence à avoir également des retours, de plus en plus d'écoute, vous le savez, que ce soit sur la chaîne YouTube ou alors du côté des podcasts. Et c'est vrai qu'on dit toujours, on va continuer à monter en puissance, et surtout avec le programme sportif et football qui nous attend dans ces futures semaines. D'habitude, on serait, aurais-je envie de dire, en vacances, Laurent, après la fin du championnat, quand il n'y a pas d'Euro, quand il n'y a pas de Coupe du Monde. Logiquement, oui. Le mois de juin est le mois de vacances, oui, de récupération. Là, c'est un programme chargé avec l'Euro et surtout pour les filles et les garçons, les Jeux Olympiques. Mais on aura bien évidemment l'occasion d'en discuter. On en a parlé lors du numéro 4 avec la liste des 25. Mais aujourd'hui, on a un joli sommaire, Aymeric. Oui, effectivement, fin de saison, ça rime toujours avec finale de Coupe de France. On va en parler tout d'abord avec l'anecdote de Laurent qui en a vécu des finales de Coupe de France. Il y aura la finale de Coupe de France de cette année, PSG Lyon, c'était l'affiche rêvée. On a vu que autour du terrain, ça s'est vraiment très très mal passé. Et puis on reviendra sur une autre finale, la finale de Ligue des Champions. On essaiera de donner nos pronostics. On parlera aussi de la finale du championnat Ligue 1, Ligue 2, les barrages ASSE Metz. C'est cette fin de semaine. On débattra sur l'intérêt des playoffs, des playdowns, des barrages. Est-ce que ça donne vraiment un coup de pouce au championnat ou est-ce que ça fausse l'équité sportive? Ouais, on a quelques idées. Moi, j'ai une idée à vous donner, mais et moi aussi, mais on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. Et Laurent, il tranchera. Allez bien, vous savez quoi? L'épisode numéro 5, c'est parti. On débute cette émission, Laurent, avec ton anecdote. On en a pris l'habitude et on en prend d'habitude et on prend beaucoup de plaisir à écouter ton anecdote. L'actualité, c'est la finale de la Coupe de France. Il y en a joué deux. Bah oui, j'en ai joué 2 et les 2 perdus. Donc c'est déjà l'anecdote. Ouais. Parce que c'est vrai, quand on arrive à ce stade de la compétition, on se souvient plus des vaincus. Donc effectivement, on est rayé de la liste. Non, l'anecdote après, c'est effectivement un match contre Bastia où l'on était favori, mais le souvenir, c'est qu'on était déjà passé très limite contre Strasbourg en demi-finale à Strasbourg. Et c'est vrai que là, on arrivait à un nombre de matchs en fin de saison où on était plutôt fatigué, donc on s'est fait malmener et on a perdu cette finale qui nous tendait les bras. Vous étiez champion? On était champion. Oui, tout à fait. On pouvait faire le doublé. Vous n'aviez pas trop fait la fête avant? Non, parce que Saint-Étienne, c'est un club qui aime gagner, qui a une ADN de champion. Donc non, on n'avait pas fait la fête, mais on était vraiment extrêmement fatigués. Enfin, moi, j'ai le souvenir, en tout cas, c'était ma première saison complète et la fatigue était bien là. Et malheureusement, c'est vrai qu'on n'a pas été physiquement à la hauteur sur ce match-là. Et puis, j'associerai la deuxième défaite perdue au penalty contre le PSG. Là, effectivement, le PSG jouait chez lui malgré tout. Et l'anecdote, non, c'est qu'en fait, j'étais pas titulaire pour ce match-là. Je suis rentré en cours de match. Et sur l'un de mes premiers ballons, je suis en contact avec Luis Fernandez. Et malheureusement, il a un geste assez pas brutal, mais qui malheureusement a des conséquences. C'est que il me détruit le nez, il me tord le nez. J'en ai encore un peu les séquelles, mais surtout, je dirais qu'au moment de tirer les pénaltys, j'ai même pas postulé parce que j'étais un petit peu comateux à ce moment-là. Il n'y avait pas eu la VAR à l'époque. Il n'y avait pas la VAR à ce moment-là. Non, il n'y avait pas la VAR. C'est peut-être pour ça que je suis favorable à la VAR. Il serait sorti, on aurait peut-être gagné cette coupe de France. Donc c'était en 1982-1981 contre Bastia. Et 82, il y avait Rocheteau côté Paris Saint-Germain. Oui, tout à fait. Qui met d'ailleurs le deuxième but égalisateur. Il y a Battenet aussi. Il les amène il y a Battenet, d'anciens Stéphanois, et qui nous amène au pénalty, Ouais, donc les deux dernières finales. Ah non, la dernière finale, c'est également face au PSG, Saint-Étienne a perdu, mais ça c'était dans les années, c'est quoi, il y a pas très longtemps, Aymeric. Il y a 2 ou 3 ans, c'était la dernière de Loïc Perrin, le capitaine, c'était 2020, voilà. Avec un geste loupé de Loïc Perrin sur Mbappé, blessure de l'attaquant parisien et Loïc Perrin qui sort
exclu pour son dernier match, c'était triste. Mais les Verts avaient perdu que 1-0, hein, malgré un match joué à 10 contre 11 pendant assez longtemps. Donc bravo. C'est un regret, Laurent, de pas avoir gagné la coupe. C'est ce que je te dis. C'est une belle compétition parce que ça regroupe effectivement l'ensemble du football français. Quand tu es Saint-Étienne de l'époque, l'objectif c'est un petit peu ce que fait Paris aujourd'hui, hein, c'est d'avoir tous les titres, d'avoir un palmarès quand tu es joueur, c'est ça, hein, ce qui fait qu'en fin de carrière, tu as été un grand professionnel ou pas, bah c'est les lignes que tu peux mettre dans ton palmarès. Et c'est vrai que là, avoir atteint 2 fois la finale et 2 fois l'avoir perdu 2 années de suite, c'est vrai que oui, c'est, je vais pas dire c'est un traumatisme, mais c'est une grosse déception, oui. Bon, ceux qui l'ont perdu, c'est l'Olympique Lyonnais. Par contre, ça a mal commencé, hein. C'est vrai que quand on a allumé la télé en fin d'après-midi, qu'on voit le péage en feu, bon, évidemment, il y a peut-être eu un souci il y a une coordination au niveau des bus. Bah pour l'instant, tout le monde se relance se renvoie la balle, hein. C'est entre la préfecture, oui, entre les clubs, etc. Je veux dire, ça devrait pas arriver, quoi. Je veux dire, le football, c'est des émotions, c'est du plaisir, c'est la fête. Donc, j'ai du mal à imaginer qu'on puisse, avant même avoir atteint l'enceinte du stade, de créer des problèmes comme cela, quoi. Puis je veux dire, c'est pas des petits problèmes, hein. Je veux dire, quand on voit les images de violence, quand on voit le quart dans quel état il est, enfin, je veux dire, j'ai du mal à associer ces images-là avec le football et l'image que doit véhiculer le football. Enfin, pour moi, en tout cas. Alors, bon, les télévisions, les médias ont parlé de tout ce qui s'est passé. Moi, ce que je voudrais savoir, on n'a pas eu le point de vue du sportif. Toi, Laurent, quand tu es coach, est-ce que, à ton avis, alors déjà, est-ce que tu as vécu, toi, des avant-matchs où les supporters se battent avant? Mais comment ils ont géré, à ton avis, les coachs? Est-ce qu'ils se sont détachés? Est-ce qu'ils n'étaient pas au courant? Écoute, je peux pas en parler parce que à notre époque, ça n'existait pas. Ouais. Sincèrement, je te dis, c'était la fête. Je veux dire, quels que soient les supporters des deux camps, c'était de se retrouver au Parc des Princes et de faire la fête à l'époque. Je pense que la gestion, je suis pas persuadé que ce soit remonté jusqu'aux oreilles des tu sais, je pense que les joueurs ont un volume d'invitations ou de places achetées qui regroupe, je dirais, la famille, les amis, tout ça. Donc, je suis pas persuadé que ils aient eu écho, en tout cas de l'importance des événements. Je pense que ils ont certainement pris en fin de rencontre, si tu veux, la gravité des événements, parce que sinon ça peut, je dirais, on n'est pas tous constitués de la même manière. On est des humains. Avant d'être des joueurs, on est des humains, et je pense que il peut y avoir une sensibilité, si tu veux, à ce type d'événement. Donc, me semble-t-il, je pense que le terrain, le vestiaire, à mon avis, n'a pas dû avoir écho de ce qui se passait. Surtout qu'ils avaient déjà eu un souci à Marseille. Ils avaient eu un souci avec Marseille, avec le bus des joueurs cette fois-ci, hein, puisque bon. Oui, mais là, c'était autre chose. Là, ils étaient directement impliqués. Là, il y avait une violence où, là, je pense que c'est traumatisant. Je dirais que préparer un match, rentrer sur le terrain en ayant vécu ce qu'avaient vécu les Lyonnais à l'époque, non, là, c'est plus délicat. Alors que là, je dirais, ils ne sont pas concernés, ils sont dans leur bulle. Et je pense que, enfin, j'ose espérer que, en tout cas, la direction n'est pas rentrée dans le vestiaire en disant il y a des incidents, il y a des supporters qui ont été blessés, parce que là, je pense que les joueurs peuvent avoir une réaction un petit peu entre déception, inquiétude, à se poser des questions et peut-être effectivement à partir de là ne plus être à 100% pour l'événement. On peut voir que justement au niveau de l'après, c'est ce qui s'est passé au péage, les autorités ont fait en sorte que les supporters arrivent au stade comme si de rien n'était, etc., pour pas les exciter encore plus. C'est mieux. Je sais pas si c'était la bonne chose ou pas. Bah oui, dans un sens il y a pas eu de débordement supplémentaire, mais dans un autre ça veut dire que ces gens-là ils se battent sur le terrain, ils crament un bus et ils risquent de blesser des enfants, des familles, et ils vont au stade tranquille comme si de rien n'était. Ça peut poser question. Ah, c'est la polémique. C'est vrai que ça pourrait être un débat, hein. Moi, c'est vrai, sincèrement, quand j'ai vu les événements, j'ai eu un doute. Je me suis dit, peut-être vont-ils arrêter la Coupe de France et peut-être ne va-t-elle pas se jouer. Parce que c'est pas un petit événement, quoi. Je veux dire, c'est. Ouais, mais enfin, c'est punir les 40, 50. Oui, mais Jérôme, à un moment
donné, s'il n'y a pas de sanction, c'est un petit peu comme la société aujourd'hui. Hein. S'il n'y a pas de sanction et qu'on laisse faire, ça va s'aggraver, ça va être de pire en pire. Et puis à un moment donné, il faudra pas être surpris si ça devient plus grave et qu'il y ait l'intégrité physique des personnes qui soient en jeu. Tu parles de sanctions, Laurent. Moi, je regardais de manière un peu curieuse les sanctions infligées par la commission de discipline aux supporters. Il n'y en a pas. J'ai cru comprendre, non. Pour les Parisiens, il y en a eu quelques-unes. Pour les Lyonnais, très peu cette saison. Pour les autres clubs, c'est souvent au niveau de l'usage de fumigènes ou voilà sur ce genre de choses. Voilà, on a des supporters lyonnais qui sont identifiés comme racistes ou autres avec des cris qui ont été indiqués, expliqués par les différents témoins. Il y a des Parisiens de l'autre côté. On dit qu'ils étaient armés, etc. Il y a un bus en Coupe d'Europe qui avait été arrêté avec des barres de fer, des pioches, des trucs assez incroyables. Et ces supporters-là, Paris-Lyon, ils arrivent, ils se retrouvent et ils ont quand même le droit d'aller voir cette finale de Coupe de France. Ouais, mais je pense que on peut le regrouper à travers ce qui se passe dans la société. Hein. Aujourd'hui, on n'a pas envie on a l'impression que si on ne traite pas le sujet, on s'évite des problèmes. Mais non, moi je pense que oui, non, mais c'est exactement. On veut pas voir le problème. Malheureusement, c'est que ces problèmes-là vont être de plus en plus violents et on risque. Mais bon, comme souvent, hein, c'est quand il y a des morts que l'on réagit. Malheureusement, je le regrette. Il y a eu un mort cette saison. Hein. Il y a eu un mort cette saison. C'était pour Nantes-Nice. Voilà, un supporter qui avait voulu agresser d'autres supporters dans un VTC. Le chauffeur de VTC s'était défendu avec un couteau. Et voilà. Oui, mais tu sais, Aymeric, pour regarder un petit peu ces événements-là, on s'aperçoit que finalement. Que ce soit les autorités ou autres, du moment où ça se passe pas dans l'enceinte, on peut pas définir qui est responsable. Donc en fait, il y a pas de responsable. Voilà. Il y a des événements, il y a de la casse, il y a des blessures, mais il y a pas de responsable. On va revenir aux sportifs. Dans les anecdotes, tu n'as pas parlé de la présentation du président de la République. Bon, là, c'est comme l'année dernière, on fait le tour dans les vestiaires. On n'a pas trop, pas trop envie. Ouais, je trouve que c'est pareil. Non, mais je veux dire, c'est pareil. Dommage, ça. Oui, c'est dommage. Non, mais je veux dire, il est pas sadomaso non plus. Hein. Il sait très bien qu'il va se faire conspuer par tout un stade. Mais pour vous, c'est important. Toi, c'est François Mitterrand. Ah oui. Je veux dire, quand tu es sur ce terrain-là, quand il y a les présentations, quand il y a le président de la République qui descend, qui te serre la main, qui peut te dire un mot, je veux dire, ça fait partie je vais pas dire du folklore, mais ça fait partie de l'événement. Et aujourd'hui, quand tu le vois, ça se passe dans le tunnel, ça se passe en catimini. Moi, je trouve que c'est affreux. Voilà, pour l'image du football, pour l'image de la finale de la Coupe de France, pour l'image du président de la République, je trouve que c'est affreux. Voilà, personnellement. C'est moche. Ouais, on est d'accord. Le match? Le match par lui-même, je m'attendais à mieux de la part de l'Olympique Lyonnais. Je vais pas dire que ils étaient favoris, mais vu leur fin de saison, on pouvait penser qu'ils pourraient créer la surprise. Voilà, et je dirais qu'il y a une grosse maîtrise technique du Paris Saint-Germain. Très rapidement, ils ont mené 2-0. Il y a eu de la gestion, même si Lyon est revenu à 2-1. Mais oui, c'est pas forcément, notamment sur la fin de rencontre, c'est pas le football que l'on aime, où on est complètement dans de la gestion, et c'est un jeu de passe à 10. Donc ouais, on attend autre chose, je dirais, d'une finale de Coupe de France. Il y avait une équipe qui avait tout à gagner dans ce match-là, c'est Lyon, Paris qui peut-être avait déjà la tête ailleurs, mais ce que tu dis aussi, Lyon revient à 2-1, c'est ce qu'on voit souvent dans les PSG Lyon ces dernières saisons. Paris qui pourrait en mettre 4, 5, 6 et qui les met pas. Derrière Lyon qui y croit et qui arrive à revenir sur la fin et à renverser le match. Là, après le 2-1, on a vu les Lyonnais complètement dans leur moitié de terrain et ils pouvaient plus rien faire, quoi. C'était Oui, alors il y a je veux dire, en tant que technicien, tu te dis le PSG a une maîtrise technique, les joueurs potentiellement techniquement sont très forts dans leurs déplacements, et c'est vrai que Lyon a essayé de courir à un moment donné, a essayé de presser, mais je veux dire, quand tu cours après un ballon, tu t'essouffles, et quand tu t'essouffles à un moment donné, tu avales la trompette, hein, il y a plus de carburant, et c'est ce qui s'est passé, je dirais, en fin de match. Il y avait plus d'essence pour l'Olympique Lyonnais, et il y a pas eu d'incertitude sur cette fin de match, en tout cas. Donc victoire logique du PSG. Victoire logique. Je dirais après leur échec,
on aurait pu, et puis ces derniers matchs où ils ont un petit peu laissé filer, on aurait pu se poser la question, est-ce que il y avait la motivation, est-ce que l'objectif de la coupe était encore un objectif? Et puis très rapidement, dès le départ, on a vu effectivement qu'il y avait cette volonté de prendre le match à leurs mains. Ils ont créé très rapidement la différence, et puis après ça a été dans la gestion. Donc ouais, il y a pas grand-chose à dire, si ce n'est que c'est pas, je dirais, sur la première mi-temps, c'est le PSG que l'on peut aimer. Ouais, sur la deuxième mi-temps, c'est le football qu'on n'aime pas, quoi. Par contre, on a vu Mbappé le lendemain à Monaco. Ça veut dire que le soir ils ont pas fêté. Ouais, non, mais ça m'a surpris. Mais après, bon, il a entre guillemets, il a des obligations qui s'imposent. Hein. Bon. Ça s'est passé comment, vous, les deux finales, vous avez terminé? Ah ben non, nous, alors si tu veux, même si on les a perdus, non, on a fait la fête. Puis tu sais que tous les clubs français, quand ils vont à Paris, ils ont leurs adresses et tout, donc. Non, tu rentres pas avant 4, 5 heures, 6 heures du matin. Alors, peut-être qu'il a fait quand même la Java, hein, j'en sais rien. Mais en tout cas, il tient bien, quoi. Oui. Il tient bien. Il était frais. Mais bon, après, tu sais, maintenant, il voyage en jet privé, ils sont attendus sur place, ils ont la voiture qui vient les chercher, tout ça. Donc, c'est peut-être plus facile d'assumer deux événements comme cela maintenant. C'est plus confort. Donc, bon, ils ont fêté leur titre. Une nouvelle Coupe de France pour le PSG. Bon, non, ça va nous donner du grain à moudre pour le débat des playoffs ou pas pour la Ligue 1. Ça fait partie des choses on va en parler tout à l'heure. Bon, on va clore le chapitre Coupe de France. Voilà, donc c'était une Coupe de France entre le PSG et l'Olympique Lyonnais. Nouvelle victoire donc du Paris Saint-Germain, un dernier titre pour Mbappé avant de partir, certainement au Real de Madrid. Enfin, c'est pas encore officiel, mais il y a de fortes chances pour qu'il parte à Madrid et que il retrouve un petit peu l'envie de jouer et de se remettre pour le collectif, j'imagine, parce qu'il va pas, ça sera pas le même. Ça sera pas le même, d'abord par le prestige du club, hein. Là, je dirais c'est l'identité club qui est la star, hein. Même si après, je dirais, c'est constitué d'étoiles, mais là, vous vous pliez d'abord à l'exigence du nom même du Real Madrid, ce que ça représente et ce pourquoi vous rentrez sur le terrain. Donc et puis autour de lui, il va y avoir également une multitude de stars. Donc non, je pense qu'effectivement, il est à Paris depuis 7 ans. C'est vrai que quand il est venu à Paris et qu'il est resté tout ce temps-là à Paris, c'était dans l'ambition de gagner la Champions League. Bon, au bout de 7 ans, il n'y est pas parvenu. Bon, je dirais la carrière d'un joueur, hein, il commence aussi à, je vais pas dire à se faire vieux, mais je veux dire, il a envie sur les prochaines années à avoir, je te disais, des lignes au palmarès. Et quand on est le joueur qu'il est, ben la ligne qui te fait rêver le plus, c'est effectivement vainqueur de la Champions League. Donc aujourd'hui, je pense qu'il veut partir pour avoir la possibilité de la gagner. Et on s'aperçoit bien que sur les dernières années, ceux qui la gagnent le plus, c'est le Real Madrid. Donc effectivement, encore comme tu le dis, faut-il qu'il signe au Real Madrid? Oui, il y a rien d'officiel encore, et dans le football, il peut y avoir des surprises. Allez, on termine ce chapitre Coupe de France, et donc on va passer maintenant au nouveau sujet. On a un sujet barrage, et on va parler de la Ligue des Champions, et on va parler du Real et de Dortmund. Les garçons, on va parler d'abord du barrage. Ligue 1, Ligue 2. À quel barrage? Voilà, l'AS Saint-Etienne qui a battu Rodez. C'est la Ligue des Champions pour la SS. Ça, c'est la Ligue des Champions. Et puis pour Metz, ils ont un petit peu peur également, parce que là, où on garde les niveaux, ou alors on change de catégorie. Ça fait moins rien. Alors, les barrages. Alors Laurent, toi, le barrage avec Saint-Etienne, tu ne l'as pas joué puisque tu avais quitté le club, malheureusement. Non, j'ai pas joué les barrages avec Saint-Etienne. Si tu étais resté, il n'y aurait peut-être pas eu de barrage. J'ai la chance d'avoir joué avec le grand Saint-Etienne. Ouais, voilà. Tu serais resté, peut-être qu'il n'y aurait pas eu de barrage en 1984. Alors, pronostic entre ces deux équipes, on avait un AS Saint-Etienne un peu fatigué et un Metz physique. Alors personnellement, j'étais au match contre Rodez. L'atout, ça va être les supporters, effectivement. Au match aller, puisque match retour là-bas. Oui. Non, mais je veux dire sur la confrontation, il va y avoir le match aller à Geoffroy Guichard qui va être, à mon avis, un élément important pour Saint-Etienne. Et je pense qu'ils vont en avoir besoin parce que je les ai trouvés émoussés. Ouais, je dirais émoussés et pas.
maîtrisant leur sujet complètement. Moi, j'ai trouvé Rodez très fatigué. J'ai trouvé Rodez, et quand tu parles de play-off, je pense que le match contre le PFC faisait que sur ce match-là contre Saint-Etienne, ils étaient sur leur 3e match après 7 jours. Je pense qu'ils n'ont pas l'habitude, et je pense sincèrement que Rodez était très émoussé et que Saint-Etienne a eu quand même malgré tout du mal pour faire la différence. Donc, je pense que Saint-Etienne aussi est pas d'une très grande fraîcheur. Et donc, l'apport des supporters, notamment sur cette première phase, va être importante. Mais sur l'ensemble, sur l'ensemble de ce play-off, je pense qu'il y a quand même un gros avantage pour Metz dans la mesure où moins de matchs, une récupération plus importante, un match retour chez eux. Et puis, je dirais une capacité à certainement donner une intensité au match que Saint-Etienne, malheureusement, n'aura pas connu tout au long de la saison. Donc là, ça dépend plus du FC Metz que de la Saint-Etienne. Mais si Metz a la capacité d'imposer cette intensité-là, ils ont le potentiel athlétique, physique, pour malheureusement pour Saint-Etienne pour rester en première division. Et puis ce que tu dis aussi sur Rodez, ils jouaient pas leur vie sur ce match-là, ils avaient réussi leur saison. Ils l'ont dit, il y a eu l'interview de Corredor qui était magnifique de fair play à la fin du match où il dit voilà, nous on voulait venir jouer ici, bravo à la SS, on les soutient. Voilà, Metz ils seront pas dans le même état d'esprit, c'est évident. Oui, non, ça n'a rien à voir, c'est pas le même potentiel. Belle ambiance à Saint-Symphorien aussi, hein. Au match retour aussi, ils ont des supporters qui vont les pousser. Non, mais c'est ça, je veux dire, l'ambiance va être bonne à Saint-Etienne. Mais à Metz également. Mais elle va être, et à Metz également, parce que là, ils vont jouer leur survie, ils sont chez eux, c'est un stade qui peut contenir 40 000 personnes, ils aiment le football, donc, oui, non, je veux dire, la tâche va être ardue pour Saint-Etienne. Bon, un peu moins, je pense. Ils sont à 25 ou 27. Mais enfin bon, 25 000 ou 27 000 spectateurs qui crient fort, ça pousse. Et puis, avec cette configuration de stade, ils ont un mini chaudron aussi. Oui, un stade à l'anglaise. Oui, voilà. Je dirais, ça ressemble étrangement à Geoffroy Guichard. Aymeric, ça fait combien de temps que Metz, ils sont en repos, là? Ça va faire quoi? 10 jours? Oui, effectivement, oui, bientôt 15 jours. Ils auront bien pu préparer, donc ça on en parlait lors des émissions précédentes. Est-ce que le rythme va leur manquer au début du match ou est-ce qu'au contraire ils vont être à fond dès le départ? Pour les Verts, par contre, moi ce que je vois, c'est que ce qu'on a vu sur Rodez, ce que Laurent a expliqué tout à l'heure, c'est ce qu'on a vu tout au long de la saison. C'est une équipe qui est volontaire, qui a des occasions, qui marque pas, qui se met en difficulté parce que derrière l'équipe adverse peut revenir sur un contre. Voilà, et contre Rodez, on a encore vu ça. S'il n'y a pas ce but de Cardona, comment ça termine? C'est une bonne question. Bon, on enregistre, nous sommes mercredi, hein, le match est demain, match aller demain, jeudi et dimanche. Le match retour à Metz, donc on pourra lors l'épisode numéro 6 un peu débattre sur ces deux confrontations et connaître qui jouera en Ligue 1 la saison prochaine et qui jouera en Ligue 2 la saison également. Donc tous les supporters de Metz et de Saint-Etienne vont pousser. Il y a des publications qui font que toute la France c'est pour Saint-Etienne. Enfin bon, un peu à Metz quand même. C'est deux beaux clubs, hein, c'est deux beaux clubs. Voilà. Deux beaux clubs, ah oui, historiquement, ouais, il y a de l'histoire dans les deux clubs et ils méritent tous les deux leur place en Ligue 1, hein, donc et ils méritent pas leur place en Ligue 2. Il vaut mieux qu'ils restent en Ligue 1, mais bon, il n'en restera plus qu'un à la fin de dimanche soir à 23h, 23h30. Je pense qu'il y a les repreneurs aussi qui sont attentifs. Ah oui, aussi, c'est vrai que les fameux repreneurs, on ne sait pas la vérité, mais a priori, si les repreneurs sont là, je pense qu'ils seront attentifs. C'est pas pareil pour eux d'être en première ou deuxième division pour un club comme Saint-Etienne. Aymeric, ils ont annoncé qu'ils donneraient ils signeraient après les barrages, c'est ça? Tout de suite après les barrages, on a parlé de la date du 2 juin pour le closing, la fin de la vente, l'officialisation de la vente. Donc on croise les doigts pour la Saint-Etienne. C'est des repreneurs qui ont l'air d'avoir les reins solides et un état d'esprit assez positif. Ouais. Oui, sérieux. On parle de la Ligue des Champions. Là aussi, ça sera dimanche, samedi ou là j'en perds mon latin. Samedi soir, ouais. Samedi soir. Ah oui, c'est vrai que maintenant on joue plus les finales le mercredi soir. On joue le samedi, qui est très bien pour les supporters. Il y en a une ce soir, hein. Il y en a une ce mercredi soir. C'est la finale de la Ligue Europa Conférence, la C4. Oui, voilà. Bon, bon là, oui, d'accord. On en parle, mais on la regardera pas. Mais on en parle, elle est moins intéressante. Elle est moins intéressante. Mais pour la Ligue des Champions, le fait de jouer le samedi, c'est bien pour les supporters, c'est bien pour le déplacement des supporters dans les villes qui accueillent cette finale. Et
voilà, pour l'ambiance, je trouve que c'est une bonne idée. Ce match, je suis partisan, effectivement, tu as raison. C'est mieux qu'en plein milieu de la semaine. Pour tout le monde, c'est bien pour l'économie, pour les familles. Voilà, ça fait des beaux week-ends. Ça se prépare. Là aussi, les championnats sont terminés depuis quelques jours maintenant. Laurent, les clés de cette rencontre. J'ai envie de te dire de nouveau le côté irrationnel de cette finale. On sait que le Real Madrid, on connaît son potentiel, on connaît ses forces, on connaît ses quelques faiblesses, mais ils ont quelque chose de plus que les autres. C'est qu'à un moment donné, quand on imagine que ça va mal se passer pour eux, il y a un événement qui tourne en leur faveur à chaque fois. Sur la pièce se retourne toujours au bon endroit. C'est ça. Alors, est-ce que ça va continuer ou pas? Dortmund, moi, c'est bon, j'aime bien le football allemand. Ça va être une équipe, à mon avis, qui va être prête physiquement, qui va être prête tactiquement. Je pense qu'elle va pas jouer sur le fait d'offrir peut-être un grand spectacle. Je pense que ça va être des Allemands qui vont avoir en tête simplement d'être champions d'Europe. C'est-à-dire que le résultat. Je pense que Dortmund va se concentrer exclusivement sur le résultat. Ils ont de la capacité, ils vont jouer, ils vont faire ce qu'ils peuvent, mais je dirais, s'il faut défendre, ils défendront. S'ils ont la possibilité d'attaquer, ils attaqueront. S'ils doivent faire durer le match, ils le feront durer. S'il faut aller au penalty, ils feront en sorte de faire ce qu'il faut pour aller jusqu'au penalty. Mais je pense que ils seront omnibulés par cette envie de soulever le trophée. Ils ont une chance. Ils ont une chance, oui, bien sûr qu'ils ont une chance. Oui, je pense qu'ils ont une chance. Je te dis. Cette année, le Real Madrid a pas fait la saison idéale. Ils ont des contre-performances en championnat. Ils ont je pense que à la capacité, je dirais, de créer du jeu, à la capacité à se créer des occasions, mais bien souvent ça repose sur 1, 2, voire 3 joueurs, si tu veux. Et faut-il que ces joueurs soient au top de leur forme physique? Faut-il qu'ils soient, je dirais, dans leur meilleure interprétation et individuelle et collective? Voilà, il suffirait une baisse de niveau de ces joueurs-là pour que le Real soit largement prenable, oui. Aymeric, un peu les réseaux sociaux, les médias, on voit tous le Real, tout le monde voit le Real gagner. Ah oui, là-dessus, il y a effectivement pas beaucoup de suspense au niveau des avis des supporters, au niveau des bookmakers également, c'est le Real qui est favori, mais voilà, on sait jamais, un peu de fatigue en fin de saison, un Borussia qui fait le match de sa vie et ça peut faire tourner les choses en leur faveur. Ça ferait une coupe pour les Allemands puisque les Leverkusen qui avaient gagné 49 matchs cette saison a perdu en Ligue Europa à la grande surprise de tout le monde contre l'Atalanta qui a été fabuleux. Ah oui, là aussi on en a pas parlé mais c'est la grande surprise. Non mais je veux dire tu as raison Aymeric de parler de cette finale parce que pareil les Leverkusen étaient largement favoris. Un peu comme le Real. Ouais, un peu comme le Real, et on s'est aperçu que les Italiens n'avaient pas voulu leur finale et que sur l'investissement, sur l'agressivité, sur le combat physique, l'Atalanta avait été très largement supérieur aux Allemands. Et avec un attaquant en feu qui marque 3 buts exceptionnels. Ouais, il y avait tout. Comme quoi, l'irrationnel a basculé côté Atalanta de Bergame. Oui, encore que je dirais, c'était pas le côté vraiment purement irrationnel, l'Atalanta. D'accord, oui. De la première minute jusqu'à la fin, tu te doutais bien que les Allemands n'allaient pas arriver à imprégner leur marque de fabrique. Oui, c'est vrai aussi. Et que les Italiens maîtrisaient bien leur jeu. Tu vois, il n'y a pas eu un élément qui a déclenché quoi que ce soit. Ouais. Alors que le Real Madrid, ils nous ont habitués à pas forcément tout maîtriser, à peut-être être en difficulté comme contre le Bayern de Munich, et puis d'avoir, je dirais, quelque chose qui se passe et qui tourne en leur faveur. On est impatient de voir cette confrontation. Alors oui, on est impatient parce que ça va être à mon avis deux styles de jeu malgré tout. Et je le répète, les Allemands, ça reste les Allemands, et avec cette logique d'être performant et surtout d'aller chasser le trophée, quoi. Voilà. Ça peut être
belle rampe de lancement avant l'Euro. Hein. Si ça gagne la Ligue des Champions avant l'Euro, ça peut donner des idées à la nationale. Mannschaft, c'est ça. Oui. Je me trompe pas dans l'accent. Die Deutsche Elf, oui. Exactement. Bon, après, ça peut leur donner des idées. Bon, enfin, pas trop quand même, mais voilà. On croise les doigts pour notre équipe de France. On sera tous devant notre téléviseur samedi. Hein. C'est à Londres, si je me trompe pas, à Wembley. Peut-être 120 minutes de match, puisqu'il y a des prolongations en finale. On n'a plus de prolongation nulle part, mais là, il y en aura. Nulle part, ouais. Et oui, puisque dans les barrages, on a parlé tout à l'heure du match face de Rodez qui est allé directement en penalty face au Paris FC avant le match de l'AS Saint-Etienne. Là, ça sera pareil pour le barrage de Saint-Etienne-Metz. Voilà, très bien. On a fait le tour là du barrage final de la Ligue des Champions. Laurent, quelque chose à rajouter? Bon, écoute, juste, tu vois, pour te dire que je suis pas convaincu de la supériorité maximale du Real Madrid, je mettrai une petite pièce quand même sur Dortmund. Sur Dortmund, oui. On va te suivre alors. Et la semaine prochaine, on fera si tu veux gagner un peu d'argent, on aura plein de choses à dire. La semaine prochaine, on regardera un petit peu les pronostics s'ils sont bons et puis voir un petit peu. On aura quelques réponses à toutes nos questions. Avant de conclure, on a un petit débat. On va se faire un petit débat. Je vous ai lancé une petite idée, mais avant cela, jingle. J'ai envie de parler de playoff. Alors ça coïncide avec quelque chose. Alors tout à l'heure on parlait du Grand Prix de Formule 1 de Monaco avec Mbappé. Moi je suis un fan de Formule 1. Alors c'est vrai qu'à Monaco on peut en plus les voitures maintenant. Je sais pas si vous avez vu les écarts entre les voitures d'il y a 20 ans et les voitures de maintenant. Elles sont plus longues, plus larges, on peut plus doubler. Hein. Les rues de Monaco sont pas agrandies, mais les voitures par contre elles ont. Je veux pas doubler le volume, mais presque. Alors donc Hamilton donne des idées pour que la course ait un peu plus de piment, pour éviter que le premier sur la pole position gagne le Grand Prix. Donc il dit il faudrait imposer trois arrêts au stand. Pourquoi pas, donc ça apporterait un peu de piment. Et moi je me dis tiens, en Ligue 1 pour apporter un peu de piment, pour éviter que le PSG soit toujours champion, on pourrait peut-être prendre exemple sur alors moi j'ai le côté rugby, puisque le côté rugby il y a les barrages pour accéder en demi-finale, et ensuite il y a les demi-finales et la finale. Donc voilà, cette année Toulouse elle risque d'être premier du championnat et surtout gagner le titre, car ce sont une machine de guerre, c'est vraiment une machine de guerre cette équipe. Mais voilà l'idée. Toi, Aymeric, t'es contre. Laurent, je connais pas ton avis, mais pour apporter un peu de piment, si on veut que. Alors moi, je vais prendre la parole. Je les ai vécus. Ah, les playoffs, oui. Dans le football suisse. Oui. Dans le football suisse. C'est-à-dire les premières années où j'ai entraîné en Suisse, il y a ces playoffs. Alors, il y a l'intérêt du playoff, enfin de savoir que tu vas aller sur des playoffs. L'intérêt, si tu veux. Il est premier, c'est de finir, si tu veux, dans les équipes qui vont faire plutôt les playoffs pour être champion que les playoffs pour descendre. Ouais. D'accord ? Ouais. Donc là, la première partie de saison, elle est motivante. La deuxième partie de saison, quand donc tu joues par rapport à ton classement, je dirais, de la première phase, alors là, ça garde de l'intérêt pour le haut du tableau et ça perd de l'intérêt pour le bas du tableau. Parce que le bas du tableau, si tu veux, il coupe les points en deux. Mm-hmm. Donc, tu es malgré tout, si tu veux, tu as un classement qui respecte la première phase. Et puis, en Suisse, il y avait qu'une descente, si tu veux. Donc, très rapidement, ce mini championnat-là donne très peu d'intérêt, parce que, tu joues plus rien. D'accord. Donc, j'ai pas trouvé ça, et moi, je faisais partie, si tu veux, à ce moment-là, de cette partie de championnat, si tu veux. Donc, j'étais assuré de me maintenir. Voilà. Donc les matchs, même pour les joueurs, ça a plus une grande valeur, si tu veux. Et car tu n'avais plus la possibilité d'aller accrocher les places. Une Coupe d'Europe ou quoi que ce soit. Donc, si tu veux, j'ai pas trouvé ça d'un grand intérêt, si tu veux, dans la position où je manageais cette équipe-là à ce moment-là. Mais copier le top 14, par exemple, les 6 premiers, le 6e va rencontrer Alors, on peut évoquer, mais je crois qu'Aymeric peut en parler. Parce qu'on avant de prendre l'antenne, on a parlé du championnat de Belgique et qui est un cas vraiment
à part. Oui, Aymeric. Vas-y, Aymeric, je te laisse parce que tu le maîtrises bien. La Belgique, il y a même 3 phases de play-off. Il y a une phase effectivement pour le titre de champion, il y a une phase pour les dernières places européennes, donc pour le milieu de tableau, on va dire, et puis il y a une phase pour les play-down. Mais ce qu'on remarque surtout, c'est que effectivement, outre la Suisse, la Belgique, il y a la Bundesliga autrichienne qui a des play-offs, il y a la Premiership écossaise. C'est des championnats qui sont un peu en dessous en termes de notoriété, et ils font ça. C'est ce qui a été dit aussi à l'époque où Jean-Michel Aulas voulait faire des playoffs pour la Ligue 1, pour donner un peu d'intérêt supplémentaire, mais j'ai l'impression que c'est un peu artificiel ça. Voilà. Et en Belgique, ce qui a généré un peu ce débat, c'est l'Union Saint-Gilloise qui avait 17 points d'avance, je crois, sur le troisième, et qui a perdu contre le troisième en finale des playoffs, et qui ne sera pas champion. Ça paraît complètement illogique, complètement injuste. Voilà, ça, en tout cas, ça, c'est mon point de vue. Si tu veux, Aymeric, ce qui est illogique, c'est que comme ces playoffs se font sur la deuxième partie de championnat, les équipes sont capables avec le mercato, en fait, si tu veux, d'assurer une première place, si tu veux, dans la première phase de championnat, et puis de se dire, on va tout jouer, donc même, je dirais financièrement, il y a une réflexion de la part des dirigeants. On n'investit pas tout ce que l'on peut sur la première phase, on voit où ça nous mène, et puis on a des moyens financiers pour la deuxième phase, et on peut changer l'équipe à 40, 50, 60%. Donc je dirais, c'est plus la même... Voilà, je dirais par un championnat régulier, c'est pas forcément, malheureusement pour la Saint-Gilloise, c'est ce qui arrive, c'est pas forcément le meilleur du début de saison qui va gagner. Ou le meilleur sur la saison complète. Sur le meilleur sur la saison complète surtout. C'est sur l'ensemble des matchs. Et on parle de playoffs qui permettent d'avoir un intérêt jusqu'à la dernière journée. Ce que tu viens de dire, Laurent, ça dit le contraire. Ça veut dire que concrètement, il y a un intérêt au début, il y a un intérêt sur la fin, mais il y a peut-être des moments où on laisse aller, parce que d'être 3e ou 7e, ça change pas grand chose à partir du moment où on est qualifié sur les playoffs. Ça pose question. Ce qui n'est pas le cas dans le rugby, du coup, parce que dans le rugby t'as pas de mercato l'hiver. Ton équipe elle est là du début à la fin. Alors, il peut y arriver à avoir un joueur qui arrive, mais c'est très très rare qu'un joueur arrive en cours de saison. Mais tu changes pas la moitié de l'effectif. C'est vrai que par rapport au rugby, c'est la même équipe qui joue du début à la fin. Et puis je pense qu'Aymeric a bien fait le lien. Alors, le football belge, c'est encore autre chose, mais c'est des petites nations où il n'y a pas nombre de clubs et de villes qui ont capacité à avoir un budget pour pouvoir jouer en D1. Je pense que dans les championnats, le 5 majeur européen, ça serait difficile, parce que c'est déjà, tu vois, on limite le nombre de clubs à 18 pour la plupart, parce qu'il y a trop de matchs. Donc je veux dire, si en plus il fallait rajouter des matchs à ce championnat-là, les joueurs seraient complètement fatigués. En tout cas, la formule, je dirais, faire une première phase avec 18 clubs plus rajouter des playoffs, à mon avis, c'est physiquement pour les joueurs, ça serait inacceptable physiquement. Et je vais pas dire de bêtises, mais en Suisse, il y a même carrément 4 phases de championnat. Enfin, les équipes se rencontrent 4 fois. On se rencontre 4 fois. Voilà, on se rencontre 4 fois. Oui, c'est deux mini-championnats. Vous arrêtez l'hiver. Mais parce que, si tu veux, parce que c'est un championnat alors je sais plus si à 10, je crois qu'ils l'ont réduit à 10 cette année. Parce que si tu veux, il y a potentiellement, en termes financiers, il y a pas assez d'agglomérations ou de villes qui ont la capacité à mettre un budget à 30 ou 40 millions. Donc c'est pour ça. Ils sont 12 en championnat suisse. Ah, ils sont 12 maintenant. Ils étaient 10, Laurent. À l'époque, voilà, alors c'est ça. Ils sont 12, ils ont trouvé. Voilà, mais en fait, l'idée, c'est de faire 38 matchs dans la saison. Donc, comme ils n'ont pas 19, 20 clubs, donc voilà, ils ont trouvé cette formule-là pour pouvoir faire 38 matchs et pour que la saison, elle dure sur 10 mois, quoi. Bon, voilà, on a un petit peu débattu sur les playoffs. Si vous avez envie de donner un peu votre avis, sur les commentaires sur la chaîne YouTube, en dessous de cette émission, donnez-nous votre avis, si vous êtes pour ou contre les playoffs. Et c'est vrai que Aymeric, Laurent, vous avez donné votre point de vue, et c'est vrai qu'on fallait prendre en compte également qu'on peut changer la moitié de l'équipe en football. Il faut noter aussi, et c'est ce que Laurent disait dans une émission précédente, que les règles de toute façon en début du championnat, elles sont connues. Donc même si on les trouve injustes, on le savait. Voilà. Oui, complètement. Non, mais c'est ça. Aux autres clubs maintenant et aux autres équipes de se renforcer pour aller rivaliser avec le PSG, pour éviter que le PSG enchaîne les titres, qu'on n'attend pas tous les 4 ou 5 ans, comme on l'avait dit lors de la première émission, tous les 4 ou 5 ans on a une surprise. Ça serait bien que les surprises arrivent plus rapidement et qu'on n'attaque pas le championnat en sachant que le PSG va être champion. C'est vrai que ça
ça perd un peu de son intérêt. Mais bon, c'est le cours du temps. C'est le cours du temps. Bon ben voilà, terminé pour cet épisode numéro 5. On a parlé un petit peu de tout. On est impatient d'avoir le numéro 6 puisqu'on aura les réponses à nos questions. On disait tout à l'heure, qui a gagné la Ligue des Champions, qui reste en Ligue 1, qui part ou qui reste en Ligue 2. On pourra en débattre la semaine prochaine. Merci beaucoup, Laurent. Merci à tous les deux. Merci. Avec ton nouveau matériel, on t'entend beaucoup mieux, c'est top. C'est prise son, comme si nous étions en studio, formidable. C'est gros moyens certainement. maintenant. Ouais, les gros moyens. On a les gros moyens, oui. Ouais, les gros investissements sont tombés là, les sponsors sont arrivés. On a énormément investi. Émeric, merci beaucoup également. Avec grand plaisir. On se donne rendez-vous certainement la semaine prochaine pour le numéro 6. Et en attendant, bien belle fin de semaine football avec ces grands matchs qui nous attendent. Et on se dit à très vite. Bye bye. Ciao. Ciao.